bienvenue sur le plateau TV de Business Industrie, le salon qui adore les industriels puisqu'ils sont 200 ici au Parc des Expositions à exposer leur savoir-faire et à faire, qui sait, du business peut-être. Je suis ici en compagnie d'industriels qui ont choisi la région Grand Est pour implanter ou réimplanter tout ou partie de leur production. Avec eux, Franck Leroy, le président de la région Grand Est. Alors, je vais d'abord introduire nos invités. Bonjour, Olivier Parent, vous êtes responsable industriel de Vinex. Soyez le bienvenu. Laurent Allard, le CEO de Degoiset. C'est bien cela ? Nickel. Parlez bien dans le micro quand vous allez prendre la parole. Et enfin, Jean-François Morel, le président de la SAMR Métal Rouge. Le directeur général, oui. Exactement. Bien. Je m'adresse à vous, Franck Leroy, vous ouvrez le bal une nouvelle fois, vous êtes entouré d'entrepreneurs qui ont choisi le Grand Est pour implanter leur production, vous souhaitez leur dire quoi aujourd'hui ? D'abord les remercier parce que sans nos entrepreneurs dans nos bassins d'emploi, la région ne serait pas ce qu'elle est, et leur dire qu'évidemment notre travail à nous, région, c'est d'accompagner le monde économique à travers des aides aux entreprises. Autrefois, tout le monde pouvait faire des aides aux entreprises, tous les niveaux de collectivité. Depuis une dizaine d'années, c'est le privilège de la région de gérer à la fois les fonds d'accompagnement, notamment de l'industrie, fonds à la recherche, à l'innovation, à l'accompagnement et à la modernisation du process industriel, et également les fonds européens qu'on mobilise très bien, puisqu'on est la région de France qui aujourd'hui mobilise le mieux ces fonds européens, c'est-à-dire que rien ne repart à Bruxelles, parce que quand on sait trouver des projets qui peuvent s'inscrire dans les différents fonds européens qui visent très souvent à moderniser l'appareil productif, à lui permettre de faire face notamment à des problématiques de décarbonation, ou à des mutations énergétiques importantes comme on en vit aujourd'hui. Donc on est à votre disposition avec évidemment l'ensemble des services de la région qui se situent souvent aussi en proximité. On a des maisons de la région à Charleville, à Châlons-en-Champagne, à Troyes, à Chaumont, un peu partout sur les territoires pour être au plus près des entreprises et être en capacité de répondre à leurs attentes. La région Grand Est va mettre en place quelques grands dispositifs phares à destination des industriels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Franck Leroy, si vous Alors voulez c'est bien. difficile d'en dire un peu plus à ce stade, puisqu'on est dans une phase... Très embryonnaire alors. Voilà, en même temps, l'accouchement vient bientôt, puisque le 11 juin, on va annoncer un certain nombre de mesures nouvelles en faveur de l'industrie. Et on est dans une phase aujourd'hui où remontent les contributions. Le président du MEDEF me disait tout à l'heure, il y a quelques minutes, que justement une deuxième partie de contribution allait nous arriver d'un moment à l'autre. Et donc on a sollicité l'ensemble des filières industrielles, mais également les partenaires sociaux, un certain nombre d'acteurs de l'écosystème industriel du Grand Est pour que remontent les attentes en la matière de manière à ce qu'on puisse créer des outils nouveaux en plus des outils existants pour être plus performants dans l'accompagnement des entreprises. Donc à ce stade, je ne saurais pas vous dire quels sont ces outils, mais d'ici un petit mois, on aura bouclé la réflexion et elle sera présentée le 11 juin prochain à l'Assemblée régionale. Merci beaucoup, Franck Leroy. On vous laisse continuer votre salon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aux côtés de nos industriels. Je vous propose qu'on poursuive sans plus attendre notre plateau et je m'adresse à vous, Olivier Parent, de la société Vinex. En 2022, vous décidez de relancer une production de vis à bois en France, dans les Ardennes, alors que ce marché était quasiment exclusivement approvisionné depuis Taïwan, pardon. C'est un pari sacrément audacieux, n'est-ce pas ? Alors c'est un projet effectivement qui a démarré en 2022. Donc le projet de la société Rocket concerne la mise en place d'un atelier de fabrication de vis à bois, la vis à bois Rocket, qui est une des vis à bois leader en France, donc on est déjà présent. Et ça devient réellement un produit stratégique pour la société. Donc pour pouvoir se positionner comme étant, pour pouvoir prendre de la compétence technique et sécuriser notre approvisionnement, la société Vinex a réalisé un investissement de 3 millions d'euros pour démarrer cette fabrication-là dans les Ardennes. Donc projet sur lequel on a été accompagné par l'État via le plan de relance. On a quand même été accompagné à hauteur de 25% à l'époque. Et avec donc l'aide de Ardennes Développement qui nous a accompagnés aussi sur ce sujet initialement. Donc vraiment pour nous, 2 ans après, ça a permis de mieux connaître notre produit, qui représente aujourd'hui donc une part très importante,
et puis de pouvoir commencer à se poser des vraies questions sur la sécurisation du produit. Vous avez eu, j'imagine, un véritable défi de compétences, parce que retrouver de la compétence sur un territoire où le savoir-faire avait complètement disparu, j'imagine que ça n'a pas été quelque chose de facile. Alors bon, la compétence, elle n'a pas complètement disparu. Dans les Ardennes, on a encore un savoir-faire dans le travail des métaux et dans la mise en forme. Et on a pu, bien sûr, il y a eu une partie formation des équipes sur le métier propre de la mise en forme pour réaliser une vis. Pour ça, on a pu se faire accompagner par notre fournisseur historique, les Taïwanais. Okay. C'est eux qui nous ont formés à l'époque. C'est eux, on a choisi donc les mêmes machines qu'eux. C'est eux qui nous ont accompagnés aussi sur la mise à disposition des outillages. Et ensuite, on a pu compter pour d'autres étapes de la fabrication sur des entreprises locales, typiquement Mécano Galva Avril, qui nous a aidés sur toute la partie électrozingage et qui est aujourd'hui un de nos principaux fournisseurs et partenaires. Et j'imagine tout de même qu'il vous a fallu recruter. Combien y avait-il de postes à pourvoir chez Vinex en 2022 quand vous avez relancé ? Alors, les recrutements sont faits au fur et à mesure. Ouais. On est aujourd'hui une quinzaine de personnes chez Vinex dédiées au projet Rocket. Okay. Donc, ça consiste, on a 9 personnes pour la production. On tourne en 3-8, donc c'est des petites équipes. On est relativement automatisé, donc 3 x 3 personnes. On a également renforcé notre équipe de maintenance. Et puis, on a étoffé notre équipe de conditionnement, puisque la majorité des produits sont conditionnés en interne. Donc globalement sur site une quinzaine de personnes et avec nos partenaires, nos fournisseurs, on peut compter sur à peu près une vingtaine de personnes dans la globalité. Merci beaucoup. Parlons désormais pour finir de la matière première. Parce que la matière première, j'imagine qu'elle n'a pas le même prix en France et à Taïwan. Comment vous avez géré un petit peu cette bascule ? Alors la matière première représente effectivement entre 40 et 50% du prix d'une vis, donc c'est une partie extrêmement importante. En Europe, on va trouver l'acier aux environs de 1 400 € la tonne, et nos fournisseurs asiatiques, eux, vont la trouver aux alentours de 800-850 €. Et un des objectifs est bien sûr d'obtenir les mêmes prix de revient que nos concurrents asiatiques. Donc pour ça, on a fait différentes choses. On a aussi le projet de sécurisation. Donc on s'arrange pour avoir aujourd'hui la partie la plus importante de nos approvisionnements en Europe, avec des fournisseurs essentiellement allemands, italiens ou espagnols. On n'a pas trouvé de fabricants en France. Et puis ensuite, on sécurise quand on approvisionne le reste, aussi bien dans des pays tels que la Turquie, où on va obtenir des meilleurs prix. Et on commence aussi aujourd'hui à s'approvisionner en Asie directement. On a le savoir-faire pour la supply chain. Et là, on va avoir de l'acier, effectivement, qu'on va pouvoir toucher dans les 900 € la tonne aujourd'hui. Donc c'est pour nous une condition importante. Si on veut continuer de croître, il faut pouvoir atteindre les mêmes prix qu'à Taïwan. Donc l'acier est une partie importante. Parlons justement de la suite. Vous avez des grands projets qui sont prévus sur les prochaines années pour la Rocket, pour Vinex d'une manière générale ? Alors la première phase de notre projet correspondait à environ 25% du tonnage du volume Rocket, donc 600 tonnes par an. Aujourd'hui, ce tonnage a été atteint et nous avons continué l'investissement initial. La deuxième phase est déjà réalisée, les machines sont arrivées, sont en service. On est aujourd'hui à 900 tonnes et afin de continuer le projet, des prochains îlots sont actuellement à l'étude pour fin 2026-2027 et continuer de croître avec l'objectif aujourd'hui de bien sûr de continuer à sécuriser les dimensions qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais également d'aller sur de nouveaux produits, nouveaux types de vis et d'apprendre un peu plus en termes de continuer de prendre de la compétence en fabrication. On est sur le produit. Après, nos objectifs sont aussi d'accompagner nos clients en leur proposant des outils de calcul qui leur permettent de calculer les structures conformément à l'Eurocode 5 qui régit la structure bois. Merci
beaucoup. Olivier Parent, je le rappelle, vous êtes responsable industriel de Vinex. Passons désormais à vous, Jean-François Morel. Vous êtes le directeur général de la LSAMR, Métal Rouge. Je vais y arriver. Jean-François, Métal Rouge a été fondé en 1947 à Pont-Sainte-Marie. Vous auriez pu délocaliser comme beaucoup d'autres, mais finalement vous êtes resté, vous avez investi massivement ici. Oui, c'est effectivement. Oui, Ouais. c'est bon. Effectivement, alors on est une entreprise effectivement ancienne, 1947, fondée à Pont-Sainte-Marie. On a d'abord travaillé dans le secteur automobile et par la suite, dû à l'évolution, la standardisation des pièces, les grandes séries, la délocalisation vers l'Asie, on s'est orienté vers le marché industriel. On faisait, lorsque je suis arrivé à SAMR 20 ans avant, à peu près 80% de notre chiffre avec les industriels français. Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 20%. Donc, durant ces 20 ans, effectivement, on a vu nos clients soit disparaître, soit décliner, soit délocaliser. On pouvait alors se poser la question. Mais que ce soit mes prédécesseurs ou moi-même, on n'a jamais pris cette option-là et on a voulu vraiment pérenniser le site là où il est ancré, à Pont-Sainte-Marie, dans l'agglomération de Troyes. C'est un choix. Oui, vous transigerez jamais sur le Made in France. Non. Non. Merci Jean-François Morel. Face à des concurrents qui jouent sur les prix, aujourd'hui, comment Métal Rouge tire-t-il son épingle du jeu? Comme beaucoup d'entreprises françaises, j'ai envie de dire, hein, il faut sans cesse innover, tout à avancer, investir, former, faire les bons recrutements, même si ce n'est pas facile. Le marché du recrutement est compliqué, on peut l'entendre à chaque fois. D'autant que vous avez un savoir-faire sur des matières nobles. Oui, effectivement, on est fondeur, usineur et on fait aussi de l'électrochimie. Donc, ça fait 3 métiers en un, j'ai envie de dire. Donc, pour les fondeurs, on a une technologie qui est assez particulière. Donc, seule la formation interne peut nous permettre de former des salariés. Sur la partie usinage, comme beaucoup de mes confrères, on a une grosse difficulté à trouver sur le marché des personnes qui ont le niveau sur les machines actuelles, qui ont aussi beaucoup évolué. On n'est plus sur les tours avec les manivelles comme à l'époque. Aujourd'hui, c'est des commandes numériques qui sont de plus en plus sophistiquées. Comme beaucoup de mes collègues, on a aussi formé, on utilise l'apprentissage massivement. Il y a 5 ans en arrière, on était 25 personnes, 5 apprentis. Aujourd'hui, on est 47, on a 7 apprentis dans nos rangs et on forme sans cesse, toujours. C'est une nécessité, ce n'est pas réellement un choix, même si j'en suis fier et que je pense que mes collègues qui pratiquent de la même manière le sont aussi. Mais aujourd'hui, si on veut avoir des gens compétents, on doit utiliser cette voie-là. J'imagine que ça fait partie de votre philosophie aussi. Renouveler l'effectif, ça a fait progresser l'entreprise ? Ça fait progresser, puis ça l'a fait évoluer. Si on a des ambitions de croître, et c'est notre ambition à nous, effectivement, il faut trouver de nouvelles ressources, les faire monter en compétences et, comme je disais, continuer à investir. Si on veut rester compétitif, pour revenir à la question de départ, on n'a pas le choix face à nos concurrents. Moi, je fais 80% à l'export, une grosse majorité en Europe, mais on n'a pas tous les mêmes contraintes, y compris en Europe. Et donc, effectivement, il faut être performant. Vous avez une entreprise qui investit. Votre chiffre d'affaires en 5 ans, il a doublé pour atteindre 6 millions d'euros, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous réinvestissez 10% de votre chiffre d'affaires chaque année. Alors, quelles ont été vos grandes avancées? Quels sont les projets à venir, Jean-François ? Donc, effectivement, pour pouvoir poursuivre cette ambition-là, il faut investir. Il n'y a pas de secret. Il faut toujours avoir des machines récentes pour rester compétitif. Là, aujourd'hui, sur les 5 dernières années, effectivement, on a doublé notre chiffre d'affaires. L'idée a été de massivement réinvestir dans les produits en fonderie, usinage. Et on a atteint nos capacités limites. Et donc, on a agrandi récemment notre bâtiment pour pouvoir gagner 50% de surface atelier en plus et pour pouvoir continuer dans la même dynamique dans laquelle on est. Le projet à 5 ans serait effectivement d'arriver à 10 millions. Ouais. C'est pas mal. Et si je vous parle de robotisation? Oui, peut-être, non? On y a mis un tout petit doigt dedans. On n'est pas les plus avancés là-dedans. On a un process qui est un peu particulier. Nos pièces sortent de fonderie. Donc, mais effectivement, on a commencé. Alors, il y a 2 choses. Il y a la productivité en elle-même grâce aux robots, j'aurais tendance à dire. Mais à côté de ça aussi, ça permet
de motiver les jeunes, ceux qu'on recrute. On ne peut pas faire évoluer tout le monde verticalement dans une PME, c'est pas possible. Bien On ne sûr. peut pas avoir 4 chefs d'atelier, on peut pas. Voilà. Donc, lorsque vous ne pouvez pas faire évoluer les gens verticalement, il faut trouver d'autres voies, moi, ce que je dis, horizontalement, c'est-à-dire leur proposer des projets. Voilà, développer la robotique au sein de l'entreprise, c'est des projets qui peuvent faire grandir des jeunes, leur apporter de l'expérience, etc. C'est des choses motivantes pour eux. Et les points Voilà. de formation qui vont avec. Et les points de formation Ouais. qui vont avec. Donc on est passé il y a quelques années en arrière par tout ce qui était la fabrication assistée par ordinateur. Aujourd'hui, il y a l'automatisation, la robotisation, l'IA qui fait sa petite entrée également. Et ben voilà, si on veut intéresser nos jeunes et puis sortir de cette image, comme j'ai pu l'entendre avec les cheminées qui fument, etc., On en il est faut loin, quand montrer même. vraiment que l'industrie, et y compris les PME, sont des lieux où c'est qu'on innove et où c'est qu'on est à la pointe de la technologie au quotidien. Merci beaucoup Jean-François Morel pour ce discours plein de vigueur et de vérité. Je m'adresse à vous, Laurent Allard. Vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, De Goisey, parce que c'est une entreprise assez fascinante. C'est gentil, et je vous remercie de l'avoir remarqué. Et puis je salue le discours de mes collègues qui est tout à fait vrai. Donc je ne vais pas rajouter une couche à ce que vous avez témoigné. De Goisey est au départ une petite entreprise qui a connu 2 paliers de croissance relativement importants. Le premier se situe après la crise financière de 2008-2009 et le second se situe au moment de la crise du Covid. Alors, ça veut dire que j'attends avec beaucoup d'intérêt la prochaine crise. J'imagine. Ce qui tombe bien, parce qu'on est en permacrise, donc on est en crise permanente, ce qui veut dire aussi que quelles sont les questions qui se posent pour en arriver là. On s'est posé 2 questions avec nos équipes. 1, que veut faire l'entreprise? Et 2, comment elle veut le faire? En fait, ce sont les clés qui vous permettent derrière de mobiliser une ingénierie de croissance et de vous placer sur les marchés sur lesquels vous n'aviez pas forcément la capacité d'aller pour des raisons de moyens, pour des raisons de compétences, ce que vous avez très très bien illustré précédemment. Donc ce qui nous importe, c'est d'innover, ça c'est le mot-clé, hein, et ça nous permet d'avoir des taux de croissance relativement simples. Hein. On est à 20% de croissance par an depuis une bonne dizaine d'années. Donc, Laurent, pour resituer auprès de notre audience ce que fait votre entreprise, donc fondée en 1994, acteur de référence dans les industries aéronautiques, spatiales et de défense, qu'est-ce que vous faites précisément? Alors on fait de l'usinage de précision, on fait des pièces complexes à temps de cycle relativement long. Je peux illustrer mes propos en vous disant qu'on a des pièces qui, lorsque le métal est posé sur la machine, vont demander une dizaine d'heures pour que la pièce soit terminée, 10 heures d'heure de rang. Donc on est sur des cycles très très longs, des pièces très complexes, et c'est ce qui nous permet de nous différencier, notamment par rapport à nos compétiteurs. Notre métier, on doit être, je ne sais pas, en France, on va être 500-600 encore vaillants pour couvrir différents clients, différents marchés. Nous, on a fait le choix de monter en gamme et de monter en compétences. Alors, on a la chance sur notre territoire, parce que je pense que c'est là où vous voulez en venir, on a la chance sur notre territoire, c'est d'avoir 3 écoles d'ingénieurs, une école supérieure de commerce, d'avoir un maire, le maire de Troyes, qui est un ancien ministre, d'avoir des élus qui fonctionnent avec les entreprises. Et réellement, on a un soutien, ce qui nous permet de continuer et de montrer également qu'on est réellement ancré sur notre territoire. Et pour être bien ancré sur son territoire, il faut prendre des risques, il faut avoir l'envie d'oser. Vous dites, on prend des risques et qu'est-ce qu'on se marre? C'est une phrase qui surprend dans l'industrie, non? Alors, vous avez un raccourci, je préfère le terme donner l'oser d'envie, et puis surtout avoir cette envie. Et c'est important, on ne peut pas avoir une envie sans être dans un confort intellectuel, dans un confort opérationnel. Imaginez, dans nos ateliers, les jeunes ont moins de 30 ans de moyenne d'âge. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur offre? On leur offre un projet, on leur offre une envie. Et tout ça participe à l'évolution de notre société. Donc ça, c'est un des phénomènes, je dirais, majeurs dans ce que nous appliquons dans notre société.
j'ai une remarque quand même à faire parce Ouais. que j'ai cité les élus, je n'ai pas cité l'État. Ouais. Et je ne cite pas l'État pour la simple et bonne raison, c'est que je ne sais pas pour vous, messieurs, mais en ce qui concerne notre entreprise, 1/3 de la valeur ajoutée part en prélèvements sociaux et fiscaux. Ce qui veut dire que plus on nous en prend, moins on gagne d'argent Donc moins on développe. et moins on peut investir. Ah oui. Le deuxième phénomène, j'insiste énormément sur la formation. Alors je vais vous surprendre. Formation de nos techniciens, mais aussi formation des dirigeants. Bien sûr. Pourquoi? Parce que vous me dites bien sûr, mais quelles sont les formations qui existent pour les dirigeants? Je ne connais, alors peut-être qu'on va me contredire et j'en serais très heureux, je connais que deux principes de formation. Les formations qui sont apportées par l'IUMM, Ouais, Ok. le parcours dirigeant, c'est celui-là que je fais allusion à celui-là. notamment celui-là, Ouais. mais on a également les parcours, les dispositifs qui sont mis en place par BPI, qui est derrière moi, qui Ah. sont des dispositifs, ce qu'on appelle les accélérateurs. Ok. Alors, bien sûr, c'est pas complet. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde quand même qui est assez déroutant. Est-ce que l'on sait, nous, ce que l'on va faire dans 3 ans? Camarades. Bon, ben voilà. Micro. Donc, Certainement de la vie suit. On le prévoit pour l'entreprise, on le prévoit pas pour nous. Ouais, c'est ça. voilà. En plus, je fais votre boulot. Mais c'est clair qu'on est dans une instabilité quand même remarquable aujourd'hui. On a la chance d'avoir des marchés qui sont attractifs. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, on va manquer de capitaux tellement les prélèvements sont importants. Il faut le faire remarquer. Je suis un peu déçu que le président de région nous ait quittés. On le regrette. Mais ça, c'est un point sur lequel il faut réellement insister. On manque de moyens et je ne suis pas le seul à le dire. Revenons-en, Laurent, à votre entreprise qui, tout de même, fait 20% de croissance par an. Comment Oui. on explique ce rythme effréné? Alors, ce n'est pas un rythme effréné. Oh. La croissance est une conséquence de ce qui est fait. Tout Ouais. à l'heure, je parlais d'ingénierie. Ouais. OK? Eh bien, il y a des méthodes. Hein. Je peux vous les donner, mais là, ça va nous amener, messieurs, ça va nous amener bien loin dans le temps. Hein. Mais il y a des méthodologies. Alors, on sort des courants dominants, Ouais. on sort des modèles de croissance, et nous, on s'appuie essentiellement sur les capacités de l'entreprise. OK, à évoluer. Je ne parle pas des capacités en termes de moyens, je parle au niveau des ressources humaines. Ok. OK. Deuxièmement, d'avoir un écosystème qui nous permette de bien nous rémunérer. OK. Et puis, troisième élément, c'est d'avoir des moyens qui soient de dernière génération. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de machines et de montée en gamme. C'est important parce que nos jeunes, et vous l'avez signifié tout à l'heure, vont évoluer. Ouais. OK, et on est dans des métiers, alors effectivement, peu de personnes pourront prendre ma place dans la structure. Enfin, je le souhaite, hein, moi qui ai un coup d'État ou quelque chose comme ça, mais peu importe. Il y a des postes qui sont... on parlait tout à l'heure de machines avec intelligence artificielle et robotisation. C'est ce que l'on a, et c'est ce qu'on investit essentiellement Ouais. dans ce genre de process. Eh bien, pour un compagnon qui est sur une machine, il va apprendre à travailler avec des outils comme l'intelligence artificielle, il va apprendre à programmer des robots. Donc, on est sur quelque chose quand même de beaucoup plus prégnant pour les jeunes. Et ça, c'est clair. Pour avoir pris connaissance un peu de vos écrits, vous dites souvent qu'un bon projet attire les talents. C'est vrai, mais Absolument. comment un jeune entend parler de Degoisé alors? Alors, les réseaux sociaux, là, c'est important. Hein. Donc, on doit faire un métier de communicant. Je pense que vous savez de quoi on parle. Ça va. Ça va Si j'ai bien compris. Et puis aussi, ça ne me gêne pas de dire l'entreprise est un référent. Ouais. Alors, j'ai encore un mot à dire. Allez-y. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de réindustrialisation. Derrière, je vois business industrie. Ouais. Il manque un élément dans tout cela. Les humains. Un seul. Les industriels. Ouais, les humains. Les humains. Les industriels. OK. Pour qu'il y ait une réindustrialisation, encore une fois, il faut qu'il y ait des industriels. Vous en avez un échantillonnage brillant, si je me permets, Bien sûr. devant vous. Il faut que les chefs d'entreprise montent sur leur tonneau, comme on dit. Oui. Mais parce qu'on considère que c'est à nous, patrons, de faire le travail de communicants.
Bah bien sûr. Bien sûr, qui peut le mieux parler d'une entreprise? Totalement en phase. Ce sont bien les dirigeants, messieurs. Les dirigeants, je mettrai les salariés aussi qui nous font la publicité quand même. Effectivement, quand ils sont fiers, quand ils voient leur entreprise se développer, je dis leur aussi, même s'il ne leur appartient pas, mais ils sont fiers et ils communiquent beaucoup. Je sais que c'est le cas, hein. Je connais bien votre entreprise au travers de vos salariés. Donc il y a quand même cette fierté-là qui est importante. Donc c'est les meilleurs vecteurs de communication. Et c'est aussi ce qui marche aussi pour le recrutement. Hein. C'est pas les annonces, c'est la reconnaissance d'une entreprise sur un territoire. Merci beaucoup Laurent Allard pour ce cri du cœur. Je voudrais terminer avec une dernière question tout de même, parce que vous écrivez un livre. Alors c'est une démarche assez inhabituelle pour un chef d'entreprise industriel. C'est pour qui au fond ce livre alors? C'est pour moi. Non, tout à l'heure je parlais de donner l'envie d'oser. Ouais. Okay, nous dirigeants, on est confrontés, dirigeants propriétaires, c'est-à-dire qu'on est propriétaire de nos affaires, on est confrontés quand même régulièrement avec le risque. Ouais. Okay, et il se trouve que quand on réfléchit bien à comment croître, quelle méthodologie on peut appliquer, la littérature est déjà suffisamment documentée. Donc, à un moment donné, c'est d'aller chercher dans les connaissances académiques, donc au niveau d'universitaire, et de mettre du sens dans cela. Et mettre du sens, c'est bien ce que l'on fait dans nos affaires. Et nos affaires, c'est bien un des derniers endroits où on donne du sens à ce que l'on fait. C'était le mot de la fin? Pour moi, c'est pas mal. Hein. C'est parfait. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau, d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est la fin de cette édition avec nos merveilleux industriels. Encore merci beaucoup, messieurs.